Salut à tous, c'est Lolo. Aujourd'hui, on va s'installer confortablement pour parler d'un sujet qui me passionne et qui fait souvent débat dans la communauté. Quand on regarde l'histoire d'un jeu vidéo, on retourne toujours sur le fameux duel des années 90, la guerre entre Sega et Nintendo. Si on s'arrête aux chiffres de vente ou à la présence actuelle sur le marché des consoles, la réponse semble évidente. Nintendo est toujours là, dominant le secteur avec ses propres machines, tandis que Sega a dû se retirer du matériel après l'échec de la Dreamcast pour devenir un simple éditeur tiers. Mais est-ce que ce sujet commercial est le seul critère pour désigner un vainqueur? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi selon moi, Sega a remporté la victoire la plus importante, celle qui ne se voit pas sur les comptes en banque, mais dans la philosophie même du jeu vidéo moderne. On va voir comment leur ADN basé sur l'ouverture et une confiance immense envers les joueurs a fini par gagner le monde actuel, là où Nintendo est resté figé dans une perfection qui, bien que magnifique, reste parfois trop fermé et restrictif. Pour bien comprendre cette différence de mentalité, il faut remonter en 1991, à la sortie du tout premier Sonic sur Hedgehog sur Mega Drive. C'est ici que Sega a posé la première pierre de sa philosophie de liberté. Un peu par accident, mais surtout par audace. Dans la cartouche originale, les développeurs ont laissé ce qu'on appelle le debug mode. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'est le debug mode, ou le mode de débogage, c'est un outil technique ultra puissant utilisé par les développeurs pendant la phase de développement. C'est un menu ou une commande qui permet de casser les règles normales du jeu. On peut voler à travers les murs, devenir invincible, faire apparaître n'importe quel objet, ennemi ou plateforme, n'importe où dans le niveau, et même visualiser les collisions et les techniques en temps réel. En temps normal, un studio de développement fait tout pour supprimer ou verrouiller totalement cette collision que le jeu n'arrive dans les mains du public pour éviter que le joueur ne voit le décor ou ne gâche l'expérience prévue. Mais Sega a choisi de le laisser accessible via un code secret. En faisant ça, ils ont dit aux joueurs: vous voyez les outils de création, vous voyez comment le moteur respire, appropriez-vous le niveau. Cet acte de confiance a formé toute une génération de curieux qui ne voulaient plus seulement consommer un jeu, mais le comprendre et le transformer. C'est l'acte de naissance de la communauté du mode libre que l'on connaît aujourd'hui. Cette ouverture d'esprit se reflète aussi dans la manière dont Sega traite sa mascotte, car même si Sega ne fabrique plus de consoles, Sonic reste le visage de la marque et un symbole mondial. C'est une mascotte qui vit différemment de Mario. Si Mario représente l'ordre, la précision et le respect absolu, la règle imposée par ses créateurs, Sonic a été conçu dès le départ pour briser les codes et représenter la rébellion. Ce qui est fascinant, c'est que Sonic est devenu au fil du temps une sorte de mascotte open source. Dans le cœur des fans, Sega a compris, parfois dans la douleur, avec beaucoup d'intelligence, que pour que Sonic reste éternel, il fallait qu'il appartienne à ceux qu'il aime. C'est pour cette raison qu'il ferme les yeux, voire encourage. La création de son game incroyable, une version de la communauté Sonic, ne vit pas dans un musée sous cloche. Il vit à travers les milliers de personnes qui modifient ses jeux, qui créent des nouvelles animations, ou qui réinventent ses niveaux. Sega accepte que sa mascotte soit imparfaite du moment qu'elle reste vivre et entre les mains des créateurs. Si on compare cela avec la vision de Nintendo, le contraste est frappant. Nintendo, c'est ce qu'on pourrait appeler la cage dorée. Ils produisent des chefs-d'œuvre absolus, mais c'est une vision où le créateur garde un contrôle total et jaloux sur son œuvre. Toute tentative d'un fan pour modifier un jeu, pour créer un niveau ou pour porter une licence sur une plateforme non autorisée est souvent accueillie par des menaces juridiques et des fermetures de projets. Pour Nintendo, le joueur est un client qui doit admirer une œuvre finie. Pour Sega, le joueur est un collaborateur potentiel. Le point culminant de cette philosophie, c'est quand Sega a fini par embaucher des développeurs issus de la communauté du monde ligne pour réaliser des jeux officiels comme Sonic Mania. Vous imaginez Nintendo engager un fan qui a hacké un jeu pour en faire un projet titre officiel? C'est quasiment impensable. Sega a compris que la passion des fans était une force, le développement gratuit et inépuisable. Alors que d'autres y voient une menace pour leur image de marque, aujourd'hui quand on regarde quels sont les jeux qui dominent réellement le monde, on se rend compte que le futur appartient à la vision de Sega. Les succès planétaires comme Minecraft ou Roblox ne sont pas des expériences fermées et rigides. Ce sont des boîtes à outils où la liberté de créer et de modifier est le cœur même de l'intérêt. Cette idée que le jeu vidéo est une plateforme évolutive et non un produit figé, c'est exactement ce que Sega défendait déjà dans les années 90. Avec son ouverture d'esprit, Nintendo a peut-être gagné la bataille des consoles et les chiffres de vente,
Mais Sega, lui, a gagné la guerre de l'influence culturelle sur le gaming moderne. Ils ont appris que le jeu appartient à celui qui joue. On veut plus simplement sur un chemin tracé, voir les clés de moteur. L'héritage de la Mega Drive, c'est cette envie de liberté qui anime chaque honneur et chaque créateur indépendant. Aujourd'hui, en conclusion, on peut dire que si Nintendo nous a appris à admirer la perfection, Sega nous a appris à aimer la liberté et l'expérimentation. Et c'est pour cette raison que 30 ans plus tard, on est encore là à discuter de ces titres, à les améliorer et à les faire vivre avec autant de passion. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse, c'est un plaisir de partager cet argument avec vous dans ce format un peu plus long et posé. Si ce genre de vidéo est s'il vous plaît, dites-le moi vraiment en commentaire, ça me fait extrêmement plaisir et je n'hésiterai pas à refaire ce type de format si ça peut vous plaire sur l'histoire d'un jeu vidéo ou d'autres licences qui ont marqué l'industrie. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer la cloche. C'était Lolo et à la prochaine et je vous dis à très bientôt et ciao ciao.